Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Conseil économique et social sous le feu des critiques à l'Assemblée nationale. L'opposition dénonce une structure fantôme et inerte budgétivore engluée dans l'inertie depuis une trentaine d'années. La réorganisation envisagée de cet organe consultatif suscite des interrogations sur l'architecture institutionnelle du Cameroun et son influence sur le développement socio-économique du pays. On en parle dans ce journal. Toute une vie de discrimination et d'exclusion sociale, c'est le quotidien d'une famille d'albinos rejetés par leur propre père à l'occasion de la journée internationale de l'albinisme. Nous ferons le point sur les batailles menées pour mettre fin à ces stigmatisations et discriminations à l'encontre des personnes albinos. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les Lions indomptables, champions d'Afrique, menés au score durant ce match amical qui oppose donc les Lions indomptables à la Colombie. C'est déjà 2-0. Le deuxième but qui vient d'être inscrit, vous le voyez en image, la Colombie qui est en train de foudroyer les Lions indomptables dans ce match amical. 2 buts inscrits en l'espace de quelques minutes. On joue encore la première mi-temps à Retafe, en Espagne. C'est un match amical, dernière rencontre des Lions avant la Coupe des Confédérations prévue en Russie. Les Lions qui sont menés au score 2-0. Je vous le disais en titre, la réorganisation envisagée du Conseil économique et social suscite un débat houleux à l'Assemblée nationale. L'opposition dénonce une structure fantôme, budgétivore, engluée dans l'inertie depuis une trentaine d'années. Face à ces critiques, le ministre de l'administration territoriale, René Emmanuel Sadji, défend un projet de résurrection de cet organe consultatif et fait savoir que le chef de l'État est déterminé à sortir le Conseil économique et social de sa léthargie. Reportage, Joël Lessengue et Marcelin Gansop. Au bout de 4 heures d'intenses et houleux débats, René Emmanuel Sadji pousse un ouf de soulagement. Le ministre de l'administration territoriale vient de franchir le premier pas qui conduit à la résurrection du Conseil économique et social. Mais la tâche n'a pas été facile face à des commissaires, notamment de l'opposition, qui s'inquiètent de voir le président de la République s'activer à réveiller une structure moribonde et budgétivore. Nous avons clairement fait savoir au gouvernement que malheureusement nous constatons un parallèle entre l'usure constatée dans un régime qui se perdure et ça va à l'encontre des institutions parce que à chaque renouvellement de régime, par exemple, on aurait imaginé un renouvellement de ce conseil, une redynamisation, mais malheureusement, pourquoi le ressusciter aujourd'hui alors il y aura des dépenses qui vont suivre les dépenses, on aurait pu les économiser pour les hôpitaux, les routes, les emplois, etc. Mais pourquoi affecter encore autant de dépenses à un organe que le même régime en 31 ans n'a pas voulu faire fonctionner? Ça, c'est la question. Alors, il faut rassurer les Camerounais. Face aux inquiétudes des commissaires, René Emmanuel Sadji oppose la détermination du chef de l'État à donner une nouvelle impulsion au Conseil économique et social. D'où les innovations contenues dans le projet de loi soumis à la sagacité des élus de la nation. Dans les missions du Conseil économique et social, on a ajouté des questions ayant trait à l'environnement. Également, le travail qui est attendu de ce Conseil économique et social qui a été bien défini, à savoir que les conseils économiques et sociaux devront fournir tous les 6 mois un rapport au président de la République sur la situation économique, sociale et culturelle, environnementale du pays. Et chaque année, un rapport global. En plus de son président, le Conseil économique et social doit compter 150 membres. À ce jour, l'on ne compte que 6 survivants, en plus d'un personnel administratif et technique plus que réduit pour une structure vieille de 31 ans. Mais René Emmanuel Sadji croit dur comme fer que le Conseil économique et social a désormais de quoi envisager un meilleur avenir. Le Conseil économique et social, à ce jour, n'a peut-être pas répondu à toutes les attentes. Et c'est peut-être pour cela que
le chef de l'État a pris sur lui donc, de procéder à une réforme de cet organe constitutionnel. Et nous pensons qu'avec les dispositions nouvelles, on pourrait demain assister à un conseil économique et social entièrement rénové, transformé sinon transfiguré. Entre 16h et 20h, le texte est passé en commission, non sans difficulté. Reste son adoption en plénière par l'ensemble des députés. Quel rôle a joué jusqu'ici ce Conseil économique et social dans le développement du Cameroun? Quelle est sa place dans l'architecture institutionnelle du pays? Séverin Tchouban et Donald Brice Kamga vous proposent une incursion au cœur de cette structure fantôme à la tête de laquelle trône l'ancien Premier ministre Ayan Luc depuis près de 30 ans. Reportage. Au terme de la loi du 23 juin 2001, le Conseil économique et social est une assemblée consultative. Il représente les différentes activités économiques, sociales et culturelles du Cameroun. Selon ce texte, ses missions consistent d'une part à favoriser la collaboration entre différentes régions et catégories professionnelles et à assurer leur participation à la politique économique, sociale et culturelle du gouvernement. Il est saisi par le président de la République pour avis des projets de loi, de programmes ou de plans à caractère économique et social, ainsi que des programmes économiques, financiers, sociaux et culturels du gouvernement et peut être au préalable associé à leur élaboration. Le Conseil peut procéder à la demande du gouvernement à des enquêtes sur la mise en œuvre du programme économique, social, financier et culturel du gouvernement, notamment sur l'évolution de la conjoncture, et proposer des mesures susceptibles d'améliorer la production et la consommation. Le Conseil économique et social peut également émettre un avis sur certains autres projets ou propositions à caractère économique et social. Il émet également des avis sur certains projets de décret d'application des lois ainsi que sur les programmes nationaux à caractère économique, social et culturel. La loi de juin 2001 qui modifie celle de 1986 sur l'organisation, les attributions et la composition du Conseil économique et social dispose que le président de la République, tout comme le Premier ministre, peut faire des communications au Conseil dans le cadre d'une assemblée plénière. Le Conseil économique et social se réunit au moins une fois par an sur convocation du président de la République. Il comprend 150 membres de nationalité camerounaise nommés par le chef de l'État pour une période de 5 ans. Son président, Ayan Luc, est la 5e personnalité dans l'architecture gouvernementale. Que vaut encore ce Conseil économique et social? Y a-t-il un agenda caché derrière cette réforme de cet organe consultatif? On en parle en deuxième partie de ce journal. Mais d'autres projets de loi ont été défendus en commission à l'Assemblée nationale. Il y a celui relatif à un accord de coopération technique en matière foncière entre la Tunisie et le Cameroun. Sur l'intérêt de ratifier un tel accord, je vous propose de suivre le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Jacqueline Koun Abiseke. Cela nous permettra de résorber le déficit en matière d'experts dans le domaine cadastral. Cela nous permettra également de travailler dans les bonnes conditions. D'une expertise comme celle de la Tunisie dans le domaine de l'administration technique du système d'informatique. Télédétection. Nous voulons également préciser qu'il s'agit d'un accord à bénéfice mutuel. Autant la Tunisie va nous assister, nous envoyer ses experts, autant nos experts aussi, dont la compétence est aussi reconnue, parce que nous avons des écoles dans ce domaine-là. Nos experts dans le domaine cadastral
vont aussi aller dispenser également des, comment dirais-je, ce savoir là-bas au niveau de la Tunisie. Dans le reste de l'actualité, le chapitre consacré aux examens officiels, le DCE et O-Level se déroule sous haute surveillance militaire dans un camp de réfugiés situé à l'extrême nord du Cameroun. Gladys Sidier et Amadou Daïro. Reportage. Armes à main, les forces de l'ordre veillent au grain. Le dispositif sécuritaire est impressionnant au lycée bilingue de Minawawo pour le DCE. Seuls 19 candidats sont présents sur les 32 inscrits. L'examen a bien commencé cette année. Par rapport à l'année passée, nous avons inscrit 32 candidats, mais à l'examen, nous avons enregistré 19 présents, 13 absents. Les 13 absents sont rentrés avec leurs parents parce qu'il y a une grande vague de retour des réfugiés au Niger. Le proviseur du lycée bilingue de Minawawo avoue n'avoir pas été surprise par les 13 cas d'absence enregistrés, puisque l'établissement Confitel accueille essentiellement les enfants de réfugiés nigériens. Nos élèves sont à 100% des enfants des réfugiés nigériens. Donc il y a une grande vague de départ, les parents partent avec leurs enfants. Ce qui fait que les absents ne nous ont pas surpris. Mais les 19 présents, bon, nous espérons qu'ils vont nous donner un meilleur résultat que ce que nous avons enregistré l'année passée, où nous avions inscrit 49 et il y a eu juste un qui a réussi et qui nous a donné un pourcentage de réussite de 1,99. La sécurité a donc été renforcée pour parer à toute éventualité, surtout dans le département du Mayo-Sanaga. Mayo-Sanaga particulièrement parce qu'il y a un centre qui regroupe les élèves réfugiés, ce centre nigérien. Dans l'ensemble, ces examens ont bien débuté. Pour ce centre, il n'y a aucun fait d'intérêt qui a été relevé. Ça se déroule dans les bonnes conditions. Particulièrement ici à Minawa où nous sommes, où il y a un sous-centre qui a été créé pour encadrer les élèves réfugiés. Les autorités de l'extrême nord ont mis les bouchées doubles afin que les examens se déroulent dans de bonnes conditions. Il revient maintenant aux candidats de jouer leur partition et de décrocher leur examen. Ils ont eu du mal à dissimuler leur stress ce matin. Il s'agit des jeunes élèves qui vont à l'assaut du certificat d'études primaires. Cet examen a débuté ce mardi et des parents sont venus nombreux galvaniser leurs enfants avant l'affrontement des premières épreuves. Farel Bounia et Donald Anouzoua. Je regardais ma maison et j'attendais. Je voyais déjà que le feu s'était éteint tout seul et que, quand une des fenêtres d'en bas leva sous la poussée de l'incendie. L'addiction et le rythme donné à cette première lecture prépare les candidats au certificat d'études primaires à affronter l'emblématique épreuve de dictée question. Les candidats inscrits au sous-centre de l'école publique d'application de Ndombe dans le 3e arrondissement de la ville de Douala bénéficient pour l'occasion de l'encadrement des superviseurs de l'examen arrivés ici aux premières heures de la matinée. Les statistiques en termes de présence effective en salle d'examen révèlent que les candidats, pour la plupart, ont tenu à affronter toutes les épreuves programmées en cette première journée. 370 candidats sont inscrits. À cette heure-ci, nous avons 367 qui composent. Ça veut dire 3 candidats sont absents. Tous ces enfants qui sont dans le sous-centre sont dans la salle et ils n'ont aucun problème. Aux alentours du sous-centre, les parents venus accompagner leur progéniture ne perdent pas patience. Occasion pour les uns et les autres de justifier leur présence en ces lieux. Je pense que le rôle d'une maman, c'est d'accompagner son enfant jusqu'au bout. Donc pour nous, c'est une preuve de montrer encore à nos enfants que ce soit dans les pires, que ce soit dans les bons moments, nous serons toujours avec eux. Les candidats, au bout de quelques heures de composition, apprécient courageusement leurs différentes prestations. J'ai bien composé, même comme il y avait certaines matières qui me tapaient. L'examen se passe bien, j'ai bien composé et je suis sujet espoir que je vais passer moi aussi. Pendant 2 jours et sous le regard vigilant de l'agent de police en faction ici,
Les candidats au certificat d'études primaires vont étaler leurs connaissances pour tenter de décrocher, après correction des épreuves, le premier diplôme de leur vie. Comment s'est déroulée cette journée de composition consacrée au certificat d'études primaires à Bafoussam? Nos reporters d'Alaskana et Jean-Paul Founiat ont pu capter l'ambiance dans quelques sous-centres d'examen du côté de la région de l'Ouest. Reportage. Au sous-centre de Ndiandam, des élèves sur le point d'affronter les épreuves du CEP, premier diplôme de leur parcours d'écolier. Au secrétariat d'examen, les surveillants reçoivent des consignes pratiques sur le déroulement des épreuves. Et pour s'assurer que le propre n'a pas coulé, examinateur à tour de rôle vérifie l'authenticité des scellés sur les enveloppes. 8 heures pile, appel des candidats. Mais dans la cour, des retardataires vont dans tous les sens pour repérer leur salle. Dans le même temps, rappel des dispositions pratiques sur l'identification du candidat, son numéro de table, la mise en garde pour tricherie, débarras des moindres papiers. Bien installé, retentit alors le coup de sifflet du chef de gare. Le train du CEP 2017 démarre sur l'épreuve de français. La production décrit, pour ne pas dire la vieille rédaction. Pour le moment, tout se passe très bien, puisque les enfants sont arrivés suffisamment à l'heure. Nous ne déplorons que quelques 3 quarts d'absence. À cette première épreuve s'apparentant à une course cycliste, la petite Gladys enlève le maillot jaune au bout de 45 minutes. C'était pas si difficile comme pensait. Pour le français, c'était facile. Je me suis débrouillée. Et qu'est-ce que tu as écrit? On demandait, il y a un ami qui a envoyé ses dossiers pour composer le concours. Il a composé, il a voyagé. On demandait que, comme tu as lu ses résultats, tu l'écris une lettre en dizaines de lignes pour l'envoyer. Pour la journée, plusieurs épreuves au programme. Français, mathématiques, histoire, géographie, éducation civique et morale, sciences d'observation, sciences agricoles, éducation à l'environnement, santé et hygiène pratique, avec en fin de soirée, technologie de l'information et de la communication. Et dès ce mercredi, l'épreuve d'anglais boucle l'examen du certificat d'études primaires, session 2017. Parmi les premières épreuves du certificat d'études primaires, il y a la dictée. Et pour cette session 2017, c'est un texte extrait des écrits du célèbre guide Maupassant qui a été utilisé. Et entre les tournures de phrases complexes, la grammaire, le vocabulaire, les candidats reviennent sur la technique d'écriture utilisée pour espérer obtenir une moyenne. Reportage d'Alaskana et Jean-Paul Founiat. À la session 2017 du certificat d'études primaires, les candidats à cet examen national ont en deuxième partie de l'épreuve de français un exercice de dictée-question. Extrait d'un texte de l'écrivain français Guy de Maupassant. Rédigé en 5 lignes comportant 2 temps de conjugaison, l'imparfait de l'indicatif et le passé simple, l'auteur relate l'impuissance d'un homme devant un feu ravageant sa maison. Je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul, virgule, vous y êtes? Cours d'orthographe, grammaire, vocabulaire, conjugaison. Des leçons apprises tout au long du cycle primaire et révisées au cours de l'année constituent les 71 mots de cette dictée. Très confiants, certains candidats l'assimilent à un jeu d'enfant. La question était facile. On dit qu'il ne finit que d'en bas tombant et crevant le sein de la flamme. Et il restait à regarder la maison, croyant que la flamme devait s'éteindre. C'est comme ça que ça s'est passé. La compréhension du texte en deuxième partie de cet exercice se résume en quelques questions à 5 points. Le titre de la dictée, l'analyse grammaticale des mots et déterminer surtout la nature du texte soumis à leur étude. C'était dans l'histoire de quoi? Et on demande aussi d'analyser grammaticalement la grande, plein de grandes. Et moi j'ai fini d'analyser, j'ai demandé à la sortie. Sur le déroulement des épreuves de cette première journée, chaque candidat dit avoir bien travaillé, avec espoir que des larmes ne couleront point le jour des résultats. Toute une vie de discrimination et d'exclusion sociale, c'est le quotidien d'une famille où les enfants albinos ont été rejetés par leur propre père à l'occasion de la journée internationale de l'albinisme. Leur mère a bien voulu partager ce quotidien difficile avec ses enfants albinos rejetés
par leur propre père, une situation qui suscite la consternation, notamment dans la ville de Douala. Reportage Robert Mokobe, Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaï. C'est sur ce lit placé à même le sol que se couchent tous les soirs Adriana et Merveille. Ces filles sont abandonnées depuis plusieurs années par leur père à cause de la couleur de leur peau. On connaît des histoires de belles familles. Ça se invente ce qu'il fallait inventer. Moi, je sais quoi. Et puis, ils m'enlèvent de la maison à minuit passé avec une grossesse de 7 mois. Je m'en vais à l'hôpital, j'accouche l'enfant, il ne prend pas charge. Après 14 ans de vie commune avec leur père, Magloire est aujourd'hui une mère célibataire sans appui. Je suis isolée avec ces enfants. Je ne suis pas dans la famille, on va les chasser. Ce sont les nénéous. Donc, j'ai la douleur dans le cœur, comme vous me voyez là. Il y a des jours que je n'ai même pas d'argent. Il faut que je sorte avant d'aller chercher pour venir les nourrir. Chaque matin, ces bouts de chou s'attellent aux tâches ménagères en son absence. À cause de la couleur de leur peau, ces enfants sont l'objet de moqueries et rejets venant le plus souvent de leur famille paternelle. La belle famille là, les tantes sont là à côté. Mais quand les enfants partent là-bas, on les chasse comme si c'est quoi dire. Les enfants, la maison de leur père à zéro pas. Mais les enfants ont même peur d'aller là-bas. Parce que les enfants entrent là-bas, ils sont tous frustrés. Ils sont un peu méchants. Et ils font comment? Ils me tapent, ils m'insultent. À côté de cela, s'ajoute le problème de vision. Malgré toutes ces difficultés dont elles font face, ces filles sont de personnes intelligentes. Je suis ces enfants, c'est franchement, je ne vous mens pas. Si on vous dit que c'est un abîme, vous allez vous détromper. Ce sont des enfants braves. La preuve, Patricia, leur sœur aînée, a été élue députée junior et se trouve présentement à Yaoundé. Magloire, soucieuse du devenir de sa progéniture, est obligée d'offrir ses services dans ce salon de coiffure. Comme Adriana, Patricia et Merveille, les personnes albinos sont pour la plupart victimes de discrimination, marginalisation et indifférence, conduisant à leur exclusion sociale. Pour mettre fin à ces stigmatisations, une reine de beauté a été élue parmi les albinos. Elle s'appelle Diane Mekuate-Ngifo. Son charme et son intelligence illuminent la cause albinos au Cameroun. À 26 ans, cette étudiante est une perle pour sa famille et une femme extraordinaire qui change le regard de ses proches sur les albinos. Reportage Mitterrand Dam et Kate Diarra. Loin des strass, au-delà des paillettes, Diane Mekuate-Ngifo, la Miss Albinos 2017 pour le Cameroun, est une femme comme les autres. À 26 ans, elle a réussi l'exploit de se démarquer des autres compétitrices et d'arracher la couronne qui fera d'elle la plus belle femme albinos du Cameroun. Nous nous sommes rendus à l'entrée d'ici à Village, au lieu-dit quartier à Oussa, où se trouve sa génitrice et sa sœur aînée qui vient de donner naissance à un petit garçon. Ici, la nouvelle de son couronnement fait des heureux. Elle est présentée par sa sœur comme quelqu'un d'agréable, au caractère de lion. Elle est la troisième. Veuillez nous excuser pour la qualité sonore de cet élément. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. La persistance de la poliomyélite dans la sous-région Afrique centrale contraint les pays les plus touchés à synchroniser leurs efforts d'amélioration de la surveillance des différents mouvements migratoires, mais aussi le lancement de nouvelles campagnes préventives. Le Cameroun, engagé dans ces batailles, annonce de nouvelles campagnes de vaccination de plusieurs millions d'enfants durant 3 jours. Flavien Valondongo nous en dit plus sur le déroulement de cette nouvelle campagne de vaccination. Reportage. La détection le 30 juillet 2014 de 2 cas de poliovirus sauvage au sein des populations réfugiées dans le district de santé de Kétés et dans la région de l'Est Cameroun n'a guère été bénéfique pour notre pays. Lesquels cas, faut-il le rappeler, succédaient aux autres détectés et confirmés à Kribi dans le département de l'Océan. Et bien avant ces cas,
4 autres survenus dans les localités de Malantoine et de Fouman dans la région de l'Ouest ont finalement mis le pays en situation d'épidémie selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est à la suite de ces différentes découvertes que le Cameroun s'est associé aux partenaires internationaux pour engager une lutte sans merci contre le poliovirus sauvage à travers des campagnes de sensibilisation et surtout d'administration du vaccin aux enfants âgés de 0 à 5 ans. Le gouvernement camerounais s'est investi pour combattre cette épidémie durant plusieurs années. Et la dernière campagne en date est celle du mois d'avril 2016. Et depuis lors, il n'y a plus eu de campagne. Comme pour dire que le poliovirus sauvage n'est plus en circulation au Cameroun. Mais avec le déplacement des populations, le Cameroun et 5 autres pays de la sous-région ont opté plutôt pour la prévention cette année. Depuis plusieurs années, il n'y a plus de cas de polio, de cas de virus polio qui est circulé sur l'étendue du territoire. Et nous voulons profiter de cette année pour faire juste une campagne préventive pour nous rassurer que le virus ne circule pas. La région du littoral n'a pas eu de cas de polio et c'est pour ça que nous devons rester vigilants et nous organisons aussi cette campagne préventive contre la poliomyélite. La campagne préventive de lutte contre le poliovirus sauvage, prévue du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2018, sera saupoudrée de la remise des moustiquaires aux femmes enceintes, l'administration de la vitamine A aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans et du mébénazole à ceux de 0 à 5 ans. Les médecins rassurent qu'il n'y a aucun risque à recevoir plusieurs fois le vaccin contre le poliovirus sauvage chez les enfants. L'occasion est donc toute donnée avec cette campagne préventive. La recherche scientifique et l'innovation technologique sont encore peu utilisées en Afrique. Pourtant, ce sont des armes de développement socio-économique. Le meilleur banquier africain de l'année 2016 compte inviter des experts du monde entier à participer à une conférence internationale sur la science et la technologie au Cameroun. Le docteur Paul Fokam Kamonieu compte également pouvoir justement donner des prix à des talents engagés sur le continent africain, ceux qui innovent en matière de science et de technologie. Reportage, Marcelin Gansop. Et de cadre pour la conférence internationale Piqué Fokam sur la science et la technologie. Le campus d'Emana à Yaoundé sert de cadre à ce foisonnement d'intelligence et de savoir-faire au service du développement de l'Afrique. L'objectif de ces conférences, c'est de soutenir les chercheurs, les ingénieurs et les scientifiques dans leur ensemble afin qu'ils puissent continuer à apporter davantage leur contribution pour le développement de notre pays, en particulier et de l'Afrique en général. Comme vous le savez, la science, la recherche et la technologie constituent l'épine dorsale de tout développement. Et si l'Afrique ne concentre pas ses énergies pour encourager les jeunes, les étudiants, les ingénieurs et les scientifiques qui s'y engagent, nous aurons probablement un problème à l'avenir. Cerise sur le gâteau de ce 4e rendez-vous scientifique et technologique, la remise des récompenses aux lauréats de la première édition du Piqué Fokam Award for Science en technologie. C'est une compétition lancée par le docteur Paul Fokam Kamonieu en vue de promouvoir l'excellence en Afrique. L'événement a lieu le jeudi 15 juin 2017 au campus de Piqué Fokam, Institute of Excellence, à Yaoundé. Pas moins de 3 catégories seront primées entre 2 et 10 millions de francs CFA. La première catégorie, c'est Best Innovative Project, donc le meilleur projet d'entreprise réalisable. Et dans cette catégorie, le jury va récompenser les projets d'innovation dans les domaines de la création d'entreprises, le e-commerce, le e-agriculture, la santé et l'éducation à travers l'utilisation des outils nouveaux. Nous avons dans la deuxième catégorie la meilleure recherche appliquée. Donc il s'agit pour les chercheurs africains, les ingénieurs, de présenter les projets sur lesquels ils ont travaillé, ce qu'ils ont découvert et qui peut être immédiatement appliqué sur le plan de l'économie pour la création de la valeur. En troisième catégorie, nous avons le Community Promotion Excellence Award. Il s'agit d'une catégorie qui va primer les Africains qui, sur une période assez considérable, ont travaillé à la transformation sociale du continent africain. Avant cette apothéose, place aux exposés nourris autour de plusieurs thématiques qui touchent les domaines de la science et de la technologie et concourant au développement du continent africain.
C'est un coup dur pour les Lions indomptables. Les champions d'Afrique sont menés au score 0-2 dans le cadre du match amical qui les oppose à la Colombie. Premier but inscrit dans les toutes premières minutes de cette rencontre. Et un deuxième but juste avant la fin de la première mi-temps. Le match se joue à Retafe en Espagne. C'est la fin de la première mi-temps. Le Cameroun est mené sur le score de 0-2. C'est le dernier match amical avant la Coupe des Confédérations prévue en Russie. Dans une poussière de secondes, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Hilaire Zipan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cadre politique du mouvement progressiste. Le gouvernement défend depuis quelques jours un projet portant réorganisation du Conseil économique et social. En 30 ans d'existence et de fonctionnement, quelle est l'analyse que vous faites de cette structure? Est-ce qu'elle a, selon vous, contribué au développement économique et social du pays? Il faut d'abord dire que le Conseil constitutionnel est un organe... Le Conseil économique et social? Le Conseil économique et social est un organe constitutionnel, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans la Constitution. Je pense que cet organe a eu tous ses heures de gloire lorsqu'il y avait les plans quinquennaux sous l'ancien régime, celui du président Ahidjo. Parce que c'était un organe consultatif qui proposait des rapports dont on tenait compte pour élaborer la loi de finances. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a eu depuis un deuxième président de la République? 1984, pour être plus précis, le nouveau président, à savoir M. Ayanlu, qui est là, n'a pas un mandat depuis à peu près 30 ans. Je rappelle aux téléspectateurs que cet organe nous coûte à peu près 2 milliards l'an. Autrement dit, depuis près de 30 ans, on engloutit 60 milliards à peu près pour entretenir 6 personnes qui n'ont pas de mandat. Alors que la structure devrait en principe en avoir 150 membres? En principe, de par les textes. Ce d'autant plus que la plupart de ces membres sont nommés par le président de la République. Question. Et là, il faudrait que les gens prennent conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Comment accepter qu'un organe qui n'a que besoin de 150 personnes nommées par le président de la République ne peut pas l'être depuis 30 ans? On en tire nous-mêmes les conséquences. Je crois savoir que ce qui est tout à fait important et que les téléspectateurs doivent retenir, c'est qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Mais durant ces 30 ans, est-ce que ces 6 personnes ont quand même travaillé, ont quand même produit, ont quand même réagi par rapport aux différentes stratégies, aux différentes politiques économiques mises en œuvre par le chef de l'État avec la crise qu'on a connue dans les années 90 et les réformes engagées? Nous avons cru tout à l'heure, là, nous avons vu le ministre qui a défendu le projet dire qu'on va mettre en place un nouvel organe pour produire des rapports. On attend des propositions, on nous propose des gens qui vont nommer pour faire des rapports. Je rappelle en passant que le Conseil, cette fois-là, si elle était dans son rôle, l'année dernière, aurait pu bien organiser, bien entendu, la grande foire qui était ce qu'on appelait le climat d'attraction des hommes d'affaires vers le Cameroun. Ce qui n'existait pas. Autrement dit, si cet organe était suffisamment efficient, efficace, évoqué dans la célérité qui permet à notre économie de fonctionner, nous n'aurait pas les plans d'instruments structurels tels que l'on a vu. Mais comment expliquer que le gouvernement s'engage dans des réformes économiques sans consulter ce Conseil économique et social durant près de 30 ans, alors qu'il existe, alors que des membres ont des budgets pour travailler durant de nombreuses années? Mais je rappelle toujours que ça fait plus de 2 milliards, parce que vous parlez de budget comme si vous parlez de 50 millions. Non, il s'agit de plus de 2 milliards. Et M. Noufélé, faites un reportage sur le siège du Conseil économique. Vous allez vous en rendre compte que c'est dans un local de la SIC, dans un quartier anodin de la ville de Yaoundé. Et tout à l'heure, nous avons vu les images avec beaucoup d'aisance de la télévision Equinox. Nous avons constaté que le président n'a même pas daigné venir défendre cette réforme. Parce qu'il est un homme du passé, dépassé, comme ceux qui sont à l'heure actuelle, qui sont des hommes du passé et dépassés. Alors, nous demandons simplement à ce que... justement, annonce une transfiguration du Conseil économique et social, mais l'agenda, le contexte politique prête quand même à questionnement. On est à 1 an d'une élection présidentielle et on veut réformer
le CES. Quelle est l'urgence? Y a-t-il, selon vous, un agenda caché? Mais vous êtes sans oublier que la nuance que vous venez de soulever montre la suffisance, qu'il faut donc caser un certain nombre de personnalités du septentrion dans une zone pour pouvoir rééquilibrer la crise anglophone quelque part et donner un peu du moula, un peu de moyens pour tous ceux qui vont faire campagne pour le président Biya. Non, c'est un homme dépassé qui a 84 ans, qui a besoin du repos. Je pense que ce que nous devons faire, et s'il y avait une idée à proposer, on aurait pu bien l'intituler à l'heure actuelle Conseil économique, comme ils ont trouvé le nouveau nom maintenant, social, environnemental et numérique, s'ils avaient besoin un peu de l'innovation. Pourquoi? Parce que c'est le secteur qui crée le plus d'emplois. C'est dans le numérique qu'on crée le plus d'emplois. Donc, la jeunesse doit retenir que cette innovation, ce n'est pas pour eux. Cette innovation, c'est pour caser des gens d'un certain âge qui sont dépassés. Et cette jeunesse qui se veut dans le numérique, cette jeunesse qui se veut dans les nouvelles technologies, cette jeunesse qui est en quête de concurrence, en quête de compétences et qui est suffisamment bien formée, a besoin d'être réformée, a besoin des gens suffisamment compétents pour que les réformes puissent se faire. Justement, il existe un ministre des Postes et Télécommunications qui s'occupe du numérique. Mais sur ce Conseil économique et social, lorsque le ministre de l'administration territoriale annonce que cette structure va tous les 6 mois produire des rapports au président de la République et tous les 1 an avec un rapport global sur la situation économique du Cameroun, est-ce que ce n'est pas une avancée pour davantage faire fonctionner cette structure? Ça ne peut pas être une avancée. Je vous ai rappelé au début de mes propos que le Conseil économique et social est un organe constitutionnel, donc au-dessus des lois. Or, le gouvernement en lui-même est recadré dans ses fonctions par des dispositions de loi. Cela veut simplement dire que quoi? Si l'on veut demander à un organe de faire des propositions à partir des réflexions, à partir des analyses et à partir des constats, on n'a pas besoin d'attendre des rapports. Or, le ministre nous a dit qu'on va attendre des rapports. Voilà simplement des gens à qui on va donner beaucoup de milliards de francs pour qu'ils fassent des rapports. Et nous savons bien le sort qu'on accorde aux rapports dans notre pays. Justement, on a vu l'inquiétude de la députée Tomaino Ndamjoya sur le budget qui va être accordé. C'est près de 150 personnes qui doivent être environ 144, puisque 6 sont encore en fonction. 144 personnes qu'il faudra encore nommer au sein de ce conseil-là, avec un budget important. Le Cameroun traverse une crise économique assez importante. Est-ce que cette structure est encore nécessaire au regard des conditions assez difficiles que connaît le Cameroun? Si l'on veut être réaliste au regard de notre contexte, il faut simplement la dissoudre. Parce que, voyez-vous, je ne comprends pas comment le Conseil constitutionnel, le contrôle supérieur de l'État ne se saisit pas de cette gestion-là. Je vous ai dit tantôt qu'il y a plus de 2 milliards engloutis. Et on vient de nous rappeler que dans l'élément qui est passé, que c'est 6 personnes. 6 personnes qui géraient 2 milliards. Allez donc savoir où est parti cet argent. Donc, il est bon que les Camerounais comprennent que cette manière de gérer les choses-là, c'est du passé. Ce sont des gens dépassés, qui n'ont plus d'idées novatrices, qui ne peuvent même pas permettre à cette jeunesse-là de rêver, parce qu'un conseil comme celui-là, qui est un organe suffisamment important, qui devrait être un appui pour le gouvernement, pour la loi d'orientation des finances, devrait produire, bien entendu, des propositions que l'on en tiendrait compte, à partir des statistiques, à partir des conseils. Je vous prends un cas très simple que vous comprenez bien. Les gens qui composent pour la plupart ce conseil viennent des différents corps de la société. Ça peut venir des syndicats, ça peut venir du JICAM, ça peut venir, du moins, bien entendu, du patronat. C'est pour ça que j'appelle le JICAM. Et ça peut venir également de la société civile. Mais voyez-vous, qu'est-ce qu'on veut innover là-dedans? On veut répondre à une préoccupation, à un engagement pris par le Cameroun au niveau de la climatologie, ce qui s'est passé à Paris, en voulant donc ajouter maintenant l'environnement. Mais on oublie que cet environnement ne crée pas beaucoup d'emplois. Le secteur économique à l'heure actuelle qui crée le plus d'emplois, c'est le numérique. Et nous avons vu tout à l'heure, nous avons vu il y a quelque temps, des images des jeunes Camerounais suffisamment brillants, élaborés, qui ont besoin des textes pour encadrer leur innovation en ce qui concerne les créations dans le numérique. Donc on aurait dû aller vers ce secteur-là, le secteur numérique. Mais comme c'est des gens d'un certain âge qui sont complètement dépassés, est-ce que vous ignorez le rôle que joue le ministère des Postes et Télécommunications dans la mise en œuvre d'une stratégie nationale de développement de l'économie numérique? J'en conviens avec vous que c'est un élément de l'exécutif, mais ce n'est pas un élément de proposition. Parce que les textes que vont produire certainement les idées novatrices qui viennent pour la plupart de ce conseil économique
devront donc permettre à ce que le numérique, j'insiste là-dessus, puisse être pris en compte. Et si on avait donc intégré le facteur numérique dans cette réflexion-là, on comprendrait tous ces sens. Nous comprendrons bien que c'est pour des besoins électoralistes qu'on essaye donc de déterrer des vieux organes qui n'apportent pratiquement rien pour remplir, pour recaser des amis qui sont en panne de légitimité. Merci Hilaire Zipan. Je rappelle que vous êtes cadre politique du mouvement progressiste. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Retrouvez juste après cette édition du 20h l'émission Parole de femmes où de nombreuses femmes sont appelées à évoquer des sujets, des problématiques qui concernent leur quotidien. Émission présentée par Julingue Nyondé. Merci de rester sur Equinox Télévision. En commission à l'Assemblée nationale, il y a celui relatif à un accord de coopération technique en matière foncière entre la Tunisie et le Cameroun. Sur l'intérêt de ratifier un tel accord, je vous propose de suivre le ministre des Domaines, du Cadastre des Affaires foncières, Jacqueline Koun Abiseke. Cela nous permettra de résorber le déficit en matière d'experts dans le domaine cadastral. Cela nous permettra également de travailler dans les bonnes conditions. D'une expertise comme celle de la Tunisie dans le domaine de l'administration technique du système d'informatique. Télédétection. Nous voulons également préciser qu'il s'agit d'un accord à bénéfice mutuel. Autant la Tunisie va nous assister, nous envoyer ses experts, autant nous espérons aussi, dont la compétence est aussi reconnue, parce que nous avons des écoles dans ce domaine-là. Nos experts dans le domaine cadastral vont aussi aller dispenser également ce savoir là-bas au niveau de la Tunisie. Dans le reste de l'actualité, le chapitre consacré aux examens officiels, le DCE et O-Level se déroule sous haute surveillance militaire dans un camp de réfugiés situé à l'extrême nord du Cameroun. Gladys Sidier et Amadou Daïro. Reportage. Armes à main, les forces de l'ordre veillent au grain. Le dispositif sécuritaire est impressionnant au lycée bilingue de Minawawo pour le DCE. Seuls 19 candidats sont présents sur les 32 inscrits. L'examen a bien commencé cette année. Par rapport à l'année passée, nous avons inscrit 32 candidats, mais à l'examen, nous avons enregistré 19 présents, 13 absents. Les 13 absents sont rentrés avec leurs parents parce qu'il y a une grande vague de retour des réfugiés au Niger. Le proviseur du lycée bilingue de Minawawo avoue n'avoir pas été surpris. En plénière par l'ensemble des députés. Quel rôle a joué jusqu'ici ce Conseil économique et social dans le développement du Cameroun? Quelle est sa place dans l'architecture institutionnelle du pays? Séverin Tchouban et Donald Brice Kamga vous proposent une incursion au cœur de cette structure fantôme à la tête de laquelle trône l'ancien Premier ministre Ayan Luc depuis près de 30 ans. Reportage. Au terme de la loi du 23 juin 2001, le Conseil économique et social est une assemblée consultative. Il représente les différentes activités économiques, sociales et culturelles du Cameroun. Selon ce texte, ces missions consistent d'une part à favoriser la collaboration entre différentes régions et catégories professionnelles et à assurer leur participation à la politique économique, sociale et culturelle du gouvernement. Il est saisi par le président de la République pour avis des projets de loi, de programmes ou de plans à caractère économique et social, ainsi que des programmes économiques, financiers, sociaux et culturels du gouvernement et peut être au préalable associé à leur élaboration. Le Conseil peut procéder à la demande du gouvernement à des enquêtes sur la mise en œuvre du programme économique, social,
financier et culturel du gouvernement, notamment sur l'évolution de la conjoncture, et proposer des mesures susceptibles d'améliorer la production et la consommation. Le Conseil économique et social peut également émettre un avis sur certains autres projets ou propositions à caractère économique et social. Il émet également des avis sur certains projets de décret d'application des lois ainsi que sur les programmes nationaux à caractère économique, social et culturel. La loi de juin 2001 qui modifie celle de 1986 sur l'organisation, les attributions et la composition du Conseil économique et social dispose que le président de la République, tout comme le Premier ministre, peut faire des communications au Conseil dans le cadre d'une assemblée plénière. Le Conseil économique et social se réunit au moins une fois par an sur convocation du président de la République. Il comprend 150 membres de nationalité camerounaise nommés par le chef de l'État pour une période de 5 ans. Son président, Ayan Luc, est la 5e personnalité dans l'architecture gouvernementale. Que vaut encore ce Conseil économique et social? Y a-t-il un agenda caché derrière cette réforme de cet organe consultatif? On en parle en deuxième partie de ce journal. Mais d'autres projets de loi ont été défendus. Prise par les 13 cas d'absence enregistrés. Puisque l'établissement Confitel accueille essentiellement les enfants de réfugiés nigériens. Nos élèves sont à 100% des enfants des réfugiés nigériens. Donc il y a une grande vague de départ, les parents partent avec leurs enfants. Ce qui fait que les absents ne nous ont pas surpris. Mais les 19 présents, bon, nous espérons qu'ils vont nous donner un meilleur résultat que ce que nous avons enregistré l'année passée, où nous avions inscrit 49 et il y a eu juste un qui a réussi et qui nous a donné un pourcentage de réussite de 1,99. La sécurité a donc été renforcée pour parer à toute éventualité, surtout dans le département du Mayo-Sanaga. Mayo-Sanaga particulièrement parce qu'il y a un centre qui regroupe les élèves réfugiés, le centre nigérien. Dans l'ensemble, ces examens ont bien débuté. Pour ce centre, il n'y a aucun fait d'intérêt qui a été relevé. Ça se déroule dans les bonnes conditions. Particulièrement ici à Minawa où nous sommes, où il y a un sous-centre qui a été créé pour encadrer les élèves réfugiés. Les autorités de l'extrême nord ont mis les bouchées doubles afin que les examens se déroulent dans de bonnes conditions. Il revient maintenant aux candidats de jouer leur partition et de décrocher leur examen. Ils ont eu du mal à dissimuler leur stress ce matin. Il s'agit des jeunes élèves qui vont à l'assaut du certificat d'études primaires. Cet examen a débuté ce mardi et des parents sont venus nombreux galvaniser leurs enfants avant l'affrontement des premières épreuves. Faral Bounia et Donald Anouzwa. Je regardais ma maison et j'attendais. Je croyais déjà que le feu s'était éteint tout seul. Et que, quand une des fenêtres d'en bas creva sous la poussée de l'incendie. Ouais. L'addiction et le rythme donné à cette première lecture prépare les candidats au certificat d'études primaires à affronter l'emblématique épreuve de dictée question. Les candidats inscrits au sous-centre de l'école publique d'application de Ndombe dans le 3e arrondissement de la ville de Douala bénéficient pour l'occasion de l'encadrement des superviseurs d'examen arrivés ici aux premières heures de la matinée. Les statistiques en termes de présence effective en salle d'examen révèlent que les candidats, pour la plupart, ont tenu à affronter toutes les épreuves programmées en cette première journée. 370 candidats sont inscrits. À cette heure-ci, nous avons 360. Économique et social. Mais la tâche n'a pas été facile face à des commissaires, notamment de l'opposition, qui s'inquiètent de voir le président de la République s'activer à réveiller une structure moribonde et budgétivore. Nous avons clairement fait savoir au gouvernement que malheureusement nous constatons un parallèle entre l'usure constatée dans un régime qui se perdure et ça va à l'encontre des institutions parce qu'à chaque renouvellement de régime, par exemple, on aurait imaginé un renouvellement de ce conseil, une redynamisation, mais malheureusement, pourquoi le ressusciter aujourd'hui? Alors il y aura des dépenses qui vont suivre
les dépenses, on aurait pu les économiser pour les hôpitaux, les routes, les emplois, etc. Mais pourquoi affecter encore autant de dépenses à un organe que le même régime en 31 ans n'a pas voulu faire fonctionner? Ça, c'est la question. Alors, il faut rassurer les Camerounais. Face aux inquiétudes des commissaires, René Emmanuel Sadi oppose la détermination du chef de l'État à donner une nouvelle impulsion au Conseil économique et social. D'où les innovations contenues dans le projet de loi soumis à la sagacité des élus de la nation. Dans les missions du Conseil économique et social, on a ajouté des questions et entrées à l'environnement. Également, le travail qui est attendu de ce Conseil économique et social qui a été bien défini, à savoir que les conseils économiques et sociaux devront fournir tous les 6 mois un rapport au président de la République sur la situation économique, sociale et culturelle, environnementale du pays. Et chaque année, un rapport global. En plus de son président, le Conseil économique et social doit compter 150 membres. À ce jour, l'on ne compte que 6 survivants, en plus d'un personnel administratif et technique plus que réduit pour une structure vieille de 31 ans. Mais René Emmanuel Sadi croit dur comme fer que le Conseil économique et social a désormais de quoi envisager un meilleur avenir. Le Conseil économique et social, à ce jour, n'a peut-être pas répondu à toutes les attentes. Et c'est peut-être pour cela que le chef de l'État a pris sur lui donc, de procéder à une réforme de cet organe constitutionnel. Et nous pensons que avec les dispositions nouvelles, on pourrait demain assister à un Conseil économique et social entièrement rénové, transformé sinon transfiguré. Entre 16h et 20h, le texte est passé en commission, non sans difficulté. Reste son adoption en... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Conseil économique et social sous le feu des critiques à l'Assemblée nationale. L'opposition dénonce une structure fantôme et inerte budgétivore engluée dans l'inertie depuis une trentaine d'années. La réorganisation envisagée de cet organe consultatif suscite des interrogations sur l'architecture institutionnelle du Cameroun et son influence sur le développement socio-économique du pays. On en parle dans ce journal. Toute une vie de discrimination et d'exclusion sociale, c'est le quotidien d'une famille d'albinos rejetés par leur propre père à l'occasion de la journée internationale de l'albinisme. Nous ferons le point sur les batailles menées pour mettre fin à ces stigmatisations et discriminations à l'encontre des personnes albinos. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les Lions indomptables, champions d'Afrique, menés au score durant ce match amical qui oppose donc les Lions indomptables à la Colombie. C'est déjà 2-0. Le deuxième but qui vient d'être inscrit, vous le voyez en image, la Colombie qui est en train de foudroyer les Lions indomptables dans ce match amical. 2 buts inscrits en l'espace de quelques minutes. On joue encore la première mi-temps à Retafe, en Espagne. C'est un match amical, dernière rencontre des Lions avant la Coupe des Confédérations prévue en Russie. Les Lions qui sont menés au score 2-0. Je vous le disais en titre, la réorganisation envisagée du Conseil économique et social suscite un débat houleux à l'Assemblée nationale. L'opposition dénonce une structure fantôme, budgétivore, engluée dans l'inertie depuis une trentaine d'années. Face à ces critiques, le ministre de l'administration territoriale, René Emmanuel Sadi, défend un projet de résurrection de cet organe consultatif et fait savoir que le chef de l'État est déterminé à sortir le Conseil économique et social de sa léthargie. Reportage, Joël Lessengue et Marcelin Gansop. Au bout de 4 heures d'intenses et houleux débats, René Emmanuel Sadi pousse un ouf de soulagement. Le ministre de l'administration territoriale vient de franchir le premier pas qui conduit à la résurrection du Conseil